Merci Claire pour l'enregistrement. Donc bonjour à tous, bienvenue à la restitution du baromètre de la générosité 2021. Donc je suis Nolwenn Poupon, directrice des études et de la communication chez France Générosité. Donc en premier lieu, je m'excuse pour le report de la semaine dernière, mais j'étais complètement à faune. J'ai encore la petite voix de Fanny Ardant, donc je vous prie de m'excuser. Mais je pense que si on ne tire pas trop, on devrait tenir toute la restitution. Donc, les petites règles du webinaire, donc ne vous inquiétez pas, on est en format webinaire. Donc, vous voyez la présentation, vous l'entendez, mais on ne peut pas activer votre caméra, on ne peut pas activer votre micro. Donc, pour communiquer entre nous, on a deux formats. Le format chat discussion, pour se dire bonjour, mettre des liens, etc. Et un format Q&R, questions et réponses. Si vous avez des questions, c'est par là qu'il faut les poser. Et Claire me les posera à la fin de la restitution. Donc pour commencer, je vais introduire Laetitia HM de la Banque Postale. Donc la Banque Postale est partenaire de France Générosité sur le projet du baromètre de la générosité, qui est vraiment le projet fort du syndicat. Et je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous explique pourquoi la Banque Postale a souhaité soutenir ce projet. Bonjour à tous, merci Nolwenn. Donc, moi, je suis Laetitia HM, je suis responsable du marché de la santé et de l'ensemble du secteur privé non lucratif à la Banque Postale. Je suis très fière de pouvoir introduire le baromètre. À la Banque Postale, on est très fiers de soutenir le baromètre de la générosité et d'être le partenaire de France Générosité pour plusieurs raisons. Parce que déjà, ce baromètre, c'est vraiment une étude de qualité qui est reconnue en France et même au-delà et dont les résultats sont précieux. Pour mieux comprendre la générosité. Ils sont précieux pour nous, ils sont précieux pour le secteur, ils sont précieux pour nos clients. Et à la Banque Postale, on a mis l'expertise au centre de la stratégie de notre développement. Donc, du coup, c'est toujours avec grand intérêt et plaisir qu'on soutient des études de qualité qui peuvent nourrir le débat. Et ensuite, bien sûr, on se retrouve dans les valeurs de France Générosité et dans le plaidoyer pour promouvoir la générosité. À la Banque Postale, depuis le début, dès sa création, on a donné la capacité aux clients de la Banque Postale de pouvoir soutenir les associations directement via leur compte bancaire avec le don en 3 clics. Donc ça marche très bien. Et puis tout récemment, la Banque Postale a innové et a élargi cette capacité à l'ensemble de ses salariés. Aujourd'hui, quand on est salarié de la Banque Postale, on a bien sûr accès à l'arrondi sur salaire pour soutenir plusieurs associations. Et puis depuis peu, on peut donner des jours de congé et de RTT pour soutenir des associations. Donc on est très fiers de ça. Et enfin, bien sûr, dernier point, parce qu'on pense aussi que le recrutement des donateurs, ça commence tout jeune et qu'il faut éduquer les tout petits à la générosité. Cette année, on a décidé de soutenir avec le projet Imagine un film d'animation qui va éduquer, qui permet d'éduquer les tout petits à la citoyenneté et à la générosité. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Et puis, Nolwenn, je te rends la parole. Merci Laetitia. Alors, on va commencer la restitution du baromètre de la générosité. Donc, si vous avez des questions, vous la posez dans le module Q&R et on y répondra à la fin. Donc, le baromètre de la générosité. Donc, c'est une étude qu'on fait chez France Générosité. Elle est réalisée par Pierre Lerouge de Novos, qui est un spécialiste de la data et du fundraising depuis plus de 20 ans. Alors, pourquoi je n'arrive pas? Voilà. Alors, elle est faite chez France Générosité. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, France Générosité, on est le syndicat des associations et des fondations qui font appel aux dons et à la générosité du public. Actuellement, nous avons 131 associations et fondations qui sont membres du syndicat, quels que soient avec des domaines d'activité très variés, le médico-social, la recherche médicale, l'aide humanitaire, etc. Et l'émission du syndicat, c'est de défendre les intérêts du secteur et de nos membres et de développer la générosité. Donc, comment on fait? On est en veille juridique et lobbying constante. Et lorsqu'il y a une proposition de loi qui pourrait attaquer la générosité, on se manifeste, on va voir nos représentants politiques. Et là, on sort d'un quinquennat où on a été particulièrement attaqué avec des mesures fiscales, où on était un petit peu dans l'angle mort des mesures fiscales, la transformation ISF en IFI, la suppression que voulaient de l'ISF les Républicains il y a 5 ans avant les précédentes élections, la mise en place du prélèvement à la source. Et à chaque fois qu'on y va, on découvre avec stupeur qu'ils ne nous voient pas. Ils ne voient pas les intérêts, les conséquences sur la générosité, d'où l'intérêt d'avoir un syndicat qui est fort pour avoir plus de moyens.
On réalise aussi beaucoup d'études pour mieux comprendre la générosité. Le premier objectif, c'est de former nos membres, de leur expliquer les évolutions de la générosité pour qu'ils puissent adapter leur stratégie de collecte, mais également pour pouvoir ensuite, nous, via les médias, expliquer la générosité, également via les pouvoirs publics, expliquer les évolutions et donc aussi soutenir nos propositions. On accompagne également juridiquement nos membres. Notre responsable juridique et fiscale, elle a réalisé plus de 400 consultations juridiques l'année dernière auprès de nos membres. Donc, c'est un service qui est très utilisé parce que vous avez souvent des questions sur un contrat de mécénat, sur un legs, etc. On organise également beaucoup de groupes de travail pour échanger entre pairs, confronter les mêmes problématiques, essayer de trouver des solutions et créer des bonnes pratiques. Donc, on a des groupes de travail sur les libéralités, on a un groupe de travail sur les juristes, on a un groupe de travail sur le web marketing, sur la communication d'influence, etc., en fonction des besoins de nos membres. Et enfin, on a une mission de promotion et de développement de la générosité. Il y a une plateforme grand public qui s'appelle infodon.fr qui a pour objectif d'informer le grand public sur les façons de donner, comment donner et surtout à qui donner. Et on répertorie tous nos membres. Et c'est une plateforme qui a eu l'année dernière plus d'1 million de visites. Alors, la générosité en France. Je vais partir en entonnoir. D'abord, on a participé à une étude avec l'Observatoire de la Fondation de France, parce qu'en fait, on disait souvent la générosité, c'est 2,7 milliards d'euros, c'est les dons déclarés par les Français à Bercy dans leur déclaration d'impôt. Mais c'était super restrictif, parce qu'il y a des gens qui ne déclarent pas, il y a des dons qui ne peuvent pas être déclarés. Et donc, on a voulu, avec la Fondation de France, voir quel était vraiment le volume, de combien de générosité on pouvait parler en France. Et donc, on peut dire qu'en 2019, les Français ont donné pour 8,5 milliards d'euros de dons, 3,5 milliards sur du mécénat d'entreprise et 5 milliards par les donateurs individuels. Donc, sur ces 5 milliards, il y en a environ 1,3 milliard qui viennent des libéralités, 745 millions qui viennent de dons non déclarés. Donc là, on a été les chercher vraiment au compte-gouttes. Et enfin, quasiment 3 milliards de dons déclarés à l'IR et à l'IFI. Donc ça nous donne le scope général. On est capable de dire, en France, la générosité, c'est 8,5 milliards. Par contre, ça, ce que ça ne nous apporte pas, c'est la finesse de l'analyse. C'est comment viennent les dons, de qui, comment, sur quel canal de recrutement, sur quelle saisonnalité. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec le baromètre de la générosité. Avant de rentrer en détail sur le baromètre de la générosité, je vais vous faire un petit focus sur les libéralités, parce que c'est une donnée, la seule source d'information sur les libéralités, c'est dans vos rapports financiers. Donc, on les paluche, nos rapports financiers des 131 membres de France Générosité. Dans les fameux CER et maintenant CROD, il y a une ligne libéralité. Et on les prend et on arrive à avoir une évolution des libéralités sur les précédentes années. Donc là, sur un scope d'environ, j'avais 98 membres sur cette sélection-là. De 2014 à 2019, vous voyez l'évolution des libéralités collectées au profit de nos membres, avec une croissance très soutenue, malgré également des hausses exceptionnelles de 12% en 2015 ou de 11% en 2017. On voit que la tendance de fond, elle se maintient. Alors, attendez, j'ai juste un truc qui apparaît, excusez-moi, qui me gêne sur ma présentation, donc je vais essayer de la supprimer. Je n'y arrive pas, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc, les libéralités, pour nous, c'est vraiment une ressource super importante. C'est quasiment 25% des ressources privées des membres de France Générosité. Et pour mieux connaître cette ressource, on est en train de mener une étude en interne, de faire un panorama des libéralités qu'on a lancé ce matin auprès de nos membres pour justement connaître la répartition des libéralités. Dans ces libéralités, il y a des legs, des assurances vie, des dons sur succession, mais quelle est leur répartition, leur poids chez nos membres? On a besoin de mieux connaître cette ressource pour mieux la développer. Alors, rentrons sur notre baromètre de la générosité. Donc, le baromètre de la générosité, c'est quelque chose qui existe depuis 15 ans chez France Générosité, mais on l'a changé il y a 3 ans. On l'a changé parce qu'avant, on n'avait que 20 membres qui participaient. On avait un format très rigide, un fichier Excel que nos membres répondaient, complétaient. Donc, on avait des données très strictes, très figées, qui ne mettaient pas en avant l'évolution du fundraising de tous les canaux de collecte. Donc, il y a 3 ans, on a fait un appel d'offres et on s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est aller directement dans les bases des membres, les fusionner et voir l'évolution de la collecte. Donc, pour cette 3e édition, il y a 56 organisations de membres de France Générosité qui ont participé. Vous voyez les logos, donc avec vraiment une diversité de causes, une diversité de taille, une diversité aussi de maturité au fundraising. Il y a des associations qui ont été créées très récemment et d'autres qui sont là depuis des décennies. Et ce panel, on a étudié les données sur plus de 15 ans. Et sur l'année 2021, ce panel il représente plus d'1 milliard d'euros de dons reçus. Donc, quand on sait qu'il y a par exemple 2,6 milliards d'euros de dons qui sont déclarés par les Français à Bercy dans leur déclaration d'impôt,
Nous, notre panel analysé, il est sur 1 milliard d'euros, donc c'est ultra robuste en termes de méthodologie, et donc on a une vraie finesse d'analyse. Alors, petit point méthodologique, je suis obligée, mais c'est important pour comprendre de quoi on parle et aussi éviter certaines questions parfois sur est-ce que tu as pris ça en compte, Nolwenn. Donc, nous sommes sur un panel de 56 associations et fondations. Ça représente plus de 40 millions. Alors, excusez-moi, il faut que je décale quelque chose qui s'affiche sur mon écran qui n'est pas facile. Tac. Plus de 40 millions de donateurs non dupliqués. Non dupliqués, pourquoi? C'est-à-dire que si moi, Nolwenn, je suis donatrice chez Plan, à l'Arc et au Chien Guide d'Aveugle, on ne va pas le savoir dans cette analyse puisqu'on va avoir une vision du don et non pas du donateur. C'est quelque chose qu'on va essayer de pousser justement cette année, je vous en parlerai à la fin. Donc, c'est pour ça qu'on parle de donateurs non dupliqués. Alors, on a l'intégralité des dons en prélèvement automatique ou en dons ponctuels qui vont du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2021. De cette étude sont exclus les legs, la vente par correspondance, les dons supérieurs à 250 000 € et les dons reçus par les fondations abritées. Excusez-moi. Et la référence est hyper importante, surtout dans une année où on sort du Covid. Nos dons sont pris hors urgence, hors événements exceptionnels. Événements exceptionnels, par exemple, ça va être le Z-Event. On a parmi nos membres Amnesty, Action contre la faim, Pasteur, qui ont été bénéficiaires du Z-Event. Donc, on a la capacité d'extraire ces dons. Et hors dons de personnes morales, c'est-à-dire entreprises, PME. Là, on voit l'évolution globale de la collecte sur 6-7 ans. Donc là, on est hors dons urgence, hors dons exceptionnels, Z-Event et hors dons Covid. Donc là, on voit la progression, 6,4% en 2013, 3,7% en 2014, etc. On se rend compte qu'il y a une année de baisse, c'est en 2018, quasiment moins 4%. 2018, ça a été une année de baisse parce qu'il y a eu énormément de transformations fiscales qui ont impacté la générosité. Transformation de l'ISF en IFI, où on a perdu 150 millions d'euros cash. Mise en place du prélèvement à la source, qui a créé une vraie confusion chez le donateur, qui pensait que pendant un an, ces réductions fiscales ne fonctionneraient plus. Et la hausse de la CSG sur les personnes âgées, sur les retraités, pardon. Ensuite, en 2019, reprise 5%. 2020, cette année Covid, confinement, où on a vu une forte mobilisation des Français. Donc, même quand on enlève les dons affectés Covid, on voit qu'il y a une progression de la collecte de 10%. Et en 2021, c'était un peu la question. On se rend compte qu'il y a encore une croissance de plus 4,5%. Donc, il est vrai qu'en 2021, on était encore dans le Covid, on était encore masqué, il y a eu encore des petits confinements. Donc, on était encore dans cet esprit-là. La question sera de voir au premier semestre 2022 comment se porte cette générosité. Maintenant, si on regarde cette collecte et qu'on la sépare, par exemple, c'est tous les dons reçus en 2021, donc là, quasiment un peu plus d'1 milliard d'euros de dons, comment elle est constituée entre les dons ponctuels et les prélèvements automatiques. Si on regarde en 2012, on se rend compte que 34% et 35% de la collecte venaient des prélèvements automatiques et à l'inverse, 65% venaient des dons ponctuels. Cette proportion en 2021, elle a bougé avec une progression des PA qui représentent maintenant 40% de la collecte et des dons ponctuels qui représentent 60% de la collecte. Donc, on le sait, hein, année après année, la croissance, elle est vraiment portée par l'augmentation des PA qui sont des dons qui continuent sur le long terme. Si on regarde les dons ponctuels, la collecte annuelle, on voit une certaine variabilité. La hausse, elle était un peu moins importante sur les années 2012-2017, et on voit cette baisse en 2018 parce que forcément, les transformations fiscales, elles ont surtout impacté les dons ponctuels. Les donateurs qui, pris dans le doute, n'ont pas fait le don, ça a été forcément plus de conséquences sur un don ponctuel que sur un PA qui reviendrait à arrêter un PA. Et une reprise, bien sûr, avec ce contexte Covid en 2020 et en 2021. 13% en 2020 et plus de 2,2% en 2021. Si on est sur un temps long, on se rend compte que la croissance des montants collectés en dons ponctuels est de 26,7% entre 2012 et 2021. Les PA, la croissance, ce n'est pas la même. Elle est très linéaire, c'est vraiment une croissance d'environ 5% par an depuis 2012. Et avec, on voit une augmentation encore plus forte en 2021, 8,1%. Et on s'est rendu compte que c'est vraiment sur l'année 2021 l'upgrade des donateurs déjà en PA qui a permis
cette augmentation de plus 8%. Moi, quand je regarde vraiment sur un temps long, la moyenne, normalement, elle est plutôt de 5% par an. Donc là, en 2021, c'était vraiment une bonne année pour les PA. Et sur un temps long, depuis 2012, on a une progression de 64% des PA. Par contre, si on regarde d'un autre côté l'évolution du nombre de dons, en dons ponctuels, en volume, là, on se rend compte qu'à contrario, la baisse, elle est tendancielle. On a vraiment, depuis 2012, on voit cet axe qui diminue. Il y a eu une reprise en 2020 parce que le contexte d'urgence Covid a créé cette envie de donner ponctuellement, et notamment, on le verra sur les dons en ligne par les donateurs français qui ont voulu se mobiliser, plus 5,6%, et une nouvelle baisse en 2021 de 2,7%. Les dons moyens, maintenant, c'est assez intéressant. Donc, le PA en rouge, avec une progression du don moyen assez stable, une évolution un peu tranquille du don moyen, mais une nette augmentation entre 2020 et 2021 de 146 € à 149 €, donc une croissance de 2%. Et avant, on voyait que c'était bien une tendance légère, progressive, avec justement cet effet d'upgrade des donateurs en PA. En bleu, sur les dons en ligne, on a connu un pic de 2012 à 2017, dernière année de l'ISF, et puis une baisse en 2018 parce qu'il y a beaucoup de donateurs IFI et ISF qui donnent en ligne. Et donc là, on voit que ça a impacté le don moyen en 2017, et une progression depuis du online. Et de 2020 à 2021, la croissance du don moyen a été de 4%. Sur du offline, mail et téléphone, en jaune, une croissance un peu plus soutenue, avec une croissance notamment très importante en 2021 de 6,5%. Donc en PA, le don moyen annualisé, c'est de 149 €, en online, 133 €, et en offline, 81 €. Et là, c'est vraiment quelque chose, un message fort que je passe moi souvent aux médias, c'est que la générosité en France, oui, elle augmente chaque année, mais en fait, elle n'est pas portée parce que l'acte de don se répand dans la société française. Elle augmente sa générosité parce que les donateurs français qui sont hyper fidèles aux associations à partir du moment où ils ont fait leur premier don, ils augmentent chaque année leurs dons moyens, et c'est ça qui gonfle la générosité au global. Ensuite, maintenant, on regarde la collecte des dons ponctuels, mais par montant. Donc ça, c'est assez intéressant de voir comment elle est constituée. Donc on va regarder d'abord en 2012 cette collecte en dons ponctuels. Donc en bleu, le 58,6%, c'est les dons de moins de 150 € qui représentaient 58,6% de la collecte des dons ponctuels en 2012. Les dons de 150 à 300 € représentaient 12% de la collecte en DP en 2012. Les dons de 300 à 500 €, 5% de la collecte en 2012. À l'opposé, les dons de plus de 10 000 € représentaient 6,6% de la collecte en 2012. Maintenant, si on regarde ce ratio en 2021, à gauche, vous voyez qu'il y a eu un changement dans la répartition des dons. Les dons de moins de 150 € qui représentaient, alors caché là, mais c'était 56 de mémoire, représentent maintenant 43,8% de la collecte. Et à l'autre extrémité, les dons de plus de 10 000 € qui représentaient 6,6% de la collecte en 2012 représentent désormais 9,2% de la collecte DP en 2021. Un point aussi super intéressant, c'est la saisonnalité de la générosité. Il y a un vrai phénomène tendanciel que moi je vois chaque année. C'est cette part du 4e trimestre, donc en jaune, octobre, novembre, décembre, qui en 2021 représentait 42% de la collecte. Le 2e trimestre, 22%, donc c'est aussi le trimestre où il y a les dons IFI, donc qui créent aussi un petit push. Et le 1er trimestre et le 3e trimestre, qui sont les trimestres un peu plus mous pour la collecte. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire un focus sur le T4, le 4e trimestre, et se rendre compte du découpage du 4e trimestre, qu'en fait, il y a 57% des dons qui arrivent uniquement sur le mois de décembre. Ce qui serait intéressant, c'est aussi de faire le scope du 1er décembre au 31 décembre pour voir cette évolution assez flagrante de la collecte. Novembre correspond à 25% des dons du 4e trimestre et octobre, 18%. Et donc là, je prends tous les dons, PA et dons ponctuels. Un petit focus sur le don en ligne. Donc, on est parti de l'historique en 2005. Nous, entre fundraisers, on se dit que les dons en ligne, ça a décollé avec le tsunami. C'est-à-dire qu'on a mis un bouton don à un moment sur nos sites. Bien entendu, il a fallu acquérir le trafic, etc. Et que forcément, une urgence comme celle qui a été le tsunami en décembre 2004, ça a créé ce besoin, cette urgence de faire un don très rapidement et de donner.
Et donc là, on voit la progression de 2005 à 2021. Je vous ai mis uniquement les croissances de plus de 20%. Autrement, il n'y avait pas assez de place sur mon graphique. Donc, on voit 2006 plus 22, 2007 plus 22, 2008 plus 33, 2010 plus 41, 2013 plus 24. Et on voit une hausse, des hausses qui étaient quand même de quasiment lissées, de 10-15% par an, donc des belles croissances. Et on voit en 2020 une augmentation de 45%. Le confinement, bien entendu, ça a changé toutes les pratiques des Français. Les pros du digital le disent, on a gagné 10 ans sur l'utilisation du digital par les Français. Et bien nous, en tant que fundraiser, on en a aussi profité, puisque les dons en ligne, on était confinés, la poste ne tournait pas très bien, donc c'était beaucoup plus facile de faire un don en ligne et une croissance assez exceptionnelle. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 2021, on est sur une croissance de 2%. Donc, il n'y a pas eu de baisse. Après une augmentation comme ça, on aurait pu s'attendre à une petite baisse. Non, on a conservé ces méthodes de dons. Et ça, c'est plutôt un signal très positif. Sur la part du online, donc si je vois la part des dons online sur les DP, vous voyez, on est passé de 2% en 2005 à 25% en 2021. Donc, un quart des dons ponctuels, de la collecte des dons ponctuels, proviennent du online en 2021. Et par contre, on a fait un focus sur la saisonnalité de la croissance, de la saisonnalité de la collecte online. Et là, on voit qu'elle est encore plus dépendante à la fin d'année, puisque 46% des montants des dons online sont collectés uniquement sur le mois de décembre. En deuxième, vous avez novembre, 10%. Et ensuite, vous avez mai, 8%, cette part de l'IFI. Et ensuite, on est plutôt sur des collectes de 3 à 5%. Donc, une énorme concentration du online sur décembre. Après, je trouvais ça intéressant, si on prend toute la collecte en 2021, de voir d'où elle vient, cette collecte 2021, d'avoir un peu une photo globale. Donc, si vous regardez ce camembert, en blanc, vous avez la collecte DP et en noir, la collecte PA. La collecte DP en 2021, il y en avait 44% qui venaient de dons ponctuels autres. Alors, pourquoi dons ponctuels autres? C'est un peu les limites des bases de données. C'est qu'il y a des bases de données qui sont tellement anciennes et une collecte qui est quand même traditionnellement mailing papier. On est sur la diversification de la collecte maintenant, mais si on repart 20 ans en avant, c'était vraiment du mailing papier, quasi l'exclusivité de la collecte. Donc, il y a 44% des montants des dons qui viennent de dons ponctuels, autres, essentiellement mailing. Il y en a 15% de la collecte totale qui vient des DP web et 1% qui vient des dons ponctuels téléphone. En noir, vous avez la collecte PA. La collecte PA, il y a 21% de la collecte qui vient de PA autres. Pareil, pourquoi elle est identifiée haute, c'est que souvent, c'est aussi de l'acquisition ou de la transformation de PA suite notamment à du mailing papier. 11% qui vient du PA face-to-face, 3% qui vient du PA web et 5% qui vient du PA téléphone et lead-to-call. Et si on regarde cette répartition de la collecte 2021 face à la collecte 2019, on se rend compte de la part du web qui est passée en DP web de 11% à 15%. Et on voit également le PA face-to-face est quasiment maintenu. Et le DP haute, a un petit peu baissé en passant de 47% à 44%. Alors, tout va bien. Est-ce qu'on est content? La croissance de 4,5%, croissance des canaux, etc. Il faut faire attention à l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en fait, si on regarde l'évolution du nombre de nouveaux donateurs en DP plus en PA, on est sur une baisse tendancielle. Alors certes, il y a eu une augmentation en 2020 avec l'urgence Covid, et on sait que les urgences sont mobilisateurs de dons spontanés. On est quand même sur une baisse tendancielle du nombre de nouveaux donateurs, et ça, pour nous, c'est inquiétant. La générosité, elle est portée depuis des années par un don moyen qui augmente, par un donateur fidèle qui augmente sa générosité, mais sur le long terme, on a un vrai enjeu de renouvellement des donateurs. Donc, pour retenir, déjà, ce qui n'est pas important, c'est que ce baromètre, c'est que du partage. Donc, c'est parce que les associations et les fondations partagent qu'on apprend et qu'on progresse. Donc là, bien entendu, je vous ai donné des chiffres clés. Je ne vous ai pas donné toute l'étude. Je vous ai vraiment donné les grandes tendances qu'on communique aux médias, qu'on communique au pouvoir public. Les 56 associations et fondations qui ont souscrit à l'étude, elles ont une étude de 100 slides avec des positionnements, avec une analyse par canal de prospection, c'est normal. C'est une étude sur laquelle on investit beaucoup, qui demande du temps et qui demande aussi de la cohésion parce qu'il y a du partage de données. Et moi, je vous invite à rejoindre cette étude parce que c'est un outil marketing indispensable pour piloter vos stratégies de collecte.
voir ce qui marche, ce que vous pourriez tester, là où vous êtes bon, là où vous pourriez aussi progresser. Donc, la générosité, elle continue sa progression en 2021, 4,5% en montant de dons collectés. Une générosité qui est portée par une forte progression des dons par prélèvement automatique, on l'avait vu, plus de 8%, et également une augmentation du don moyen, quel que soit le canal. Pardon. Une collecte online qui se maintient après l'explosion en 2020. Les donateurs ont vraiment pris le virage du numérique. Donc, à nous, fundraisers, de conserver ce virage et de l'entretenir et de faire de bons investissements sur le digital. Et par contre, pour nous, il y a une vraie inquiétude. Ces nouveaux donateurs qui sont en baisse tendancielle depuis 10 ans. Et que faire ensemble pour aller susciter l'adhésion de nouveaux donateurs? Donc, maintenant, on fait quoi? On a tout ça, on a vu les forces, on a vu les faiblesses. Qu'est-ce qu'on fait tous ensemble pour justement essayer d'entretenir, développer cette générosité? Donc, vous avez dû le voir, il y a France Générosité, dans le cadre des présidentielles, qui a fait 8 propositions pour développer la générosité. On l'a repris dans le cadre des législatives. 8 propositions parce qu'on sait qu'on peut faire des petits ajustements pour développer certains canaux de collecte. On a une vision court-termiste et long terme. Donc, on a une vision court-termiste, si on a proposé la monétisation des CP et des RTT au profit d'associations et de fondations. Pourquoi? Parce que pendant le confinement, on a été harcelés, tant mieux, par nos membres qui ont rivalisé de créativité pour collecter des fonds, pour trouver des sources de financement pour financer leur mission sociale, et notamment avec des entreprises qui étaient partenaires. Les entreprises étaient moi, mes salariés ne peuvent pas prendre leur congé avec le confinement, ils aimeraient pouvoir les donner à une association. C'est possible pour les entreprises qui ont un CET, et encore le cadre mériterait d'être vraiment sécurisé. Et ce n'est pas possible pour toutes les entreprises. Donc, nous, on a fait la demande de pouvoir au gouvernement de créer une loi pour monétiser les CP et les RTT. Pourquoi c'est ultra bénéfique? Parce que déjà, c'est gagnant pour tout le monde. L'association, c'est une ressource. Le salarié, il donne, mais un peu de façon indolore. Et l'entreprise, ça lui permet aussi de purger un peu son passif de congé. Donc, tout le monde est plutôt content. Ça nous permet de toucher une cible, les actifs, les 25-50 ans, ceux qu'on a du mal à toucher. Donc, on pourrait faire rentrer dans l'acte de don par un moyen nouveau, moderne, ces salariés actifs pour ensuite pouvoir les fidéliser et les convertir plus tard sur du don classique. Et enfin, on a fait une étude, on a repris une étude de microdons qui montre que seulement 69% des Français utilisent l'intégralité de leur congé. Ça représente 2,6 millions de jours non utilisés par an. Donc, c'est un potentiel de 2,6 milliards d'euros. Donc, nous, on y croit beaucoup à cette loi et à ce projet de loi. On a reçu une très belle écoute sur cette proposition spécialement de tous les candidats, dont le candidat Macron, mais également de la part de députés dans le cadre des élections législatives. Et enfin, notre deuxième proposition, c'est l'éducation à la générosité, à l'engagement. Donc là, on est sur du long terme. C'est comment développer une culture de l'engagement, une culture du don et de la philanthropie. Et on voudrait l'inclure dans le parcours citoyen à l'école, dans l'éducation nationale. Donc ça, c'est un long shot, parce que déjà, il va falloir le faire. Et ça va être un peu plus long avec l'éducation nationale. Et surtout, l'idée, c'est de former ces futurs donateurs. Et voilà un petit exemple de à quoi servent cette étude du baromètre de la générosité. Moi, j'ai repris en mai les chiffres clés dans un communiqué de presse et on a fait tous les médias, mais pas seulement les médias pour dire voilà ce qu'est la générosité. Ça nous a permis, nous, de pousser nos demandes politiques. Et quand on a une revue de presse avec France Générosité demande la monétisation des CP et des RTT, tous les hommes politiques la reçoivent et donc ça alimente aussi leur envie de porter ce projet de loi auprès du gouvernement. Donc, voilà pour moi, voilà pour ma présentation des chiffres clés du baromètre. Je vous remercie de votre écoute. Claire? Alors, nous avons 2 questions. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à en poser. Alors, la première, en 2020, la hausse est due au don Covid ou c'est hors campagne Covid? Alors, très bonne question. On enlève toujours quand on analyse une campagne. Donc, je pense que vous êtes arrivé un peu en retard, je l'ai dit au tout début. On enlève les dons affectés Covid. C'est-à-dire que dans vos bases, vous avez mis Covid. Vous avez collecté sur Covid. Après, il faut être clair, une urgence comme ça, c'est tellement une urgence énorme, et on le voit sur toutes les urgences, Haïti, tsunami, que ça dépasse le cercle de la collecte urgence. Donc, c'est hors don urgence, parce qu'avec les dons Covid, on est quasiment à du 15%, mais il y a toujours un effet de l'urgence, même sur les dons non codifiés Covid.
Et deuxième question, nous entamons notre toute première levée de fonds en septembre. Si le nombre de donateurs n'augmente pas, quelle perspective avec le risque que les donateurs soient fidèles à leur cause? Alors c'est une très bonne question également. Là, on a une vision donc des donateurs non dupliqués. On est en train de créer pour la prochaine version de l'étude une vision donateur. C'est-à-dire qu'on sera capable de dire Nolwenn Poupon, elle est donatrice chez Asso A, Asso B, Asso C. Donc, on n'aura pas une vision du don, on aura une vision du donateur beaucoup plus intéressant. Il nous apporte des éléments encore plus intéressants en termes de collecte de fonds. On sait également qu'un donateur, en fait, vous avez plus de chances de convertir un donateur à faire un deuxième, troisième don qu'à convertir un non-donateur à faire son premier don. Et souvent, les donateurs sont multidonateurs. Donc, c'est ça, en fait, la réalité de la collecte actuellement. D'où, nous, notre envie de travailler en collectif en tant que syndicat, parce que ça, c'est votre travail de fundraiser et vous le faites très bien. Et notre travail en collectif, d'aller justement travailler sur cette niche de nouveaux donateurs, parce qu'on sait, la prospection, ça coûte cher. Donc, l'idée, c'est de le faire en collectif, de trouver ces nouveaux canaux de collecte pour vous permettre d'avoir de nouveaux donateurs et d'augmenter ce vivier de donateurs. Alors, je vois que Charlotte Berthoud a levé la main. Malheureusement, on ne peut pas vous donner la parole en format webinaire, mais si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans le module et on la posera à Nolwenn. Donc là, le webinaire est enregistré. Donc Claire, elle va vous envoyer la presse et également le lien vers le webinaire si vous voulez le revoir, si vous voulez le présenter à vos équipes. Et si vous avez des questions, bien entendu, vous revenez vers nous. Alors, nous avons une question. Avec la crise en Ukraine qui fait suite à la crise Covid, peut-on imaginer une baisse des dons hors crise en 2022? Cannibalisation des dons de crise. Alors, la cannibalisation, moi, j'en entends parler depuis que je suis arrivée et ça ne s'est jamais vu. Il y a eu des effets de hausse, forcément. Il y a eu parfois des secteurs qui s'en sont moins bien sortis. Vous voyez, l'année 2018 qui a été une année de baisse au global de la générosité. Les acteurs de l'environnement, pour eux, ça a été une très, très bonne année, l'année 2018, parce qu'il y avait un contexte marche du siècle, affaire du siècle, etc. 2022, premier semestre, on le sait, la mobilisation des donateurs sur l'urgence Ukraine a été exceptionnelle. On est sur des niveaux de collecte très importants. Dans le cadre du baromètre du premier semestre, on est en train de collecter la data auprès de nos membres. On va analyser. Et on va faire une analyse urgence et hors urgence. Et donc, on pourra voir cet impact et on pourra également voir, vis-à-vis des acteurs non humanitaires, l'impact que ça a eu. Après, je vous en ai parlé, la générosité en France, elle est tellement saisonnière. 42% des montants des dons qui arrivent sur le dernier trimestre. Moi, j'ai souvent des médias qui m'appellent début décembre, parce que c'est le moment de la générosité, donc ils veulent parler générosité. Ils me disent, Nolwenn, elle est comment la générosité cette année? Je leur dis, moi, je peux vous le dire, l'année a bien commencé, mais par contre, si ça s'effondre en décembre, ça plante toute l'année. Donc, également, il y a une tellement forte dépendance à décembre que c'est hyper compliqué d'avoir des indicateurs. On a vu, il y a certaines années, des grosses associations tirer la sonnette d'alarme sur le prime time de TF1 le 22 décembre en disant, il nous manque 3 millions, là, on est mal. Et là, dans ces cas-là, en plus, il y a un effet complètement bénéfique parce que d'avoir accès aux médias, les donateurs y répondent. Parce qu'à partir du moment où on arrive à parler aux Français du besoin, on voit qui donne. Et donc, sur ce premier semestre, nous, on va l'analyser. Donc, ceux qui participent au baromètre auront la réponse. Je pense que par voie de presse, il est possible qu'on fasse un petit bilan, mais là, je ne peux pas m'engager, surtout que je ne serai plus chez France Générosité. Et enfin, ce qui est important aussi sur le premier semestre, il y avait l'Ukraine, pour moi, voir comment s'est maintenu l'IFI en 2022, comment on est. On sait qu'on est très, très loin des dons ISF de 2017, donc comment évoluer ces dons. On est dans un contexte d'élection, donc on sait que les années d'élection, ce n'est jamais des bonnes années pour la collecte, parce que c'est des moments de crainte, oh là là, il va se passer quelque chose, et dans ce cas-là, sur les dons ponctuels, on attend, on reporte. Et donc, ce n'est jamais des bonnes années de collecte. Et enfin, il y a l'inflation, la question de l'inflation sur la collecte. Donc là, elle a été un peu cachée, vous avez raison, avec l'urgence Ukraine, puisque il y a eu vraiment une mobilisation. Donc, si on parle bon global, la générosité a été importante au premier semestre. Et donc, il faudra regarder en finesse par secteur d'activité, également l'impact de l'inflation. Moi, ça m'intéresse beaucoup sur le premier semestre, mais aussi sur le deuxième semestre. On a une personne qui nous explique qu'ils ont remarqué une baisse des dons IFI. Ah, d'accord. Eh bien, merci. Ça, c'est un retour intéressant parce que pour l'instant, je n'ai pas eu de retour. Alors, souvent, quand je n'ai pas de retour,
c'est que ça va. Voilà. C'est quand j'ai des retours, quand les assos m'appellent, les fondations m'appellent que c'est pas bon. Mais en tout cas, merci pour ce retour. Une autre question, avez-vous analysé la répartition par cause ou par association? J'ai en tête qu'une dizaine de grosses associations centralisent la plupart des dons. Est-ce toujours le cas? Alors ça, on le fait dans le cadre de 2 études. Je le fais dans le cadre des CER où j'ai tous les dons sur l'année. Et la concentration, elle n'est pas à ce point-là. Hein. Elle n'est pas 10 assos qui concentrent la moitié. Ça, c'est plutôt une répartition sur les libéralités. Et par contre, oui, la répartition par cause, on l'a fait, mais elle est réservée aux souscripteurs de l'étude. On ne peut pas dévoiler tous les résultats. Autrement, il n'y a plus d'intérêt de collectif et de participation. Donc, je vous invite à rejoindre l'étude. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Je regarde aussi si ça apparaît. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Donc, Claire va tous vous envoyer. Et si vous avez des questions après, n'hésitez pas à contacter Claire ou moi-même et on sera ravis d'y répondre. Et je remercie Laetitia pour sa présence et sa prise de parole et pour le soutien de la Banque Postale à notre projet baromètre de la générosité. Eh bien, merci pour. Alors, je redécouvre le chat. Merci pour les retours. C'est sympa parce que c'est un peu un exercice difficile en webinaire. Je ne vous vois pas. Et je suis désolée pour ma voix, ça ne va pas être très agréable. Mais il fallait bien le faire. Bon, bah super, des très bons retours. On continuera cette présentation.